Et la politique fiscale, est-ce qu'elle va véritablement servir de game changer? Philippe, voilà, on voit sur la politique monétaire, on arrive peut-être au bout. En tout cas, les banques centrales sont prêtes à poursuivre leur action, mais attendent quand même que les États prennent le relais. Ce qu'ils sont en train de faire à travers des instruments d'investissement, évidemment, investissement dans la croissance de demain. On le voit beaucoup, par exemple, en Europe. Et puis des mécanismes fiscaux également pour essayer de stimuler les choses. Est-ce que vous pensez que il y aura là, à travers ces instruments et peut-être à travers de nouvelles annonces dans les prochains mois, les prochains trimestres, de quoi, en effet, non seulement limiter l'ampleur de la crise, mais en plus préparer une croissance potentielle demain peut-être plus importante qu'avant la crise? Écoutez, là, je pense qu'on se situe dans un débat qui est quasi surréaliste. Parce que si les États procèdent à des plans de relance fiscaux, c'est-à-dire des déficits. On sabre les recettes fiscales pour donner de l'oxygène aux entreprises, aux particuliers, aux États-Unis, probablement aux classes moyennes. Donc les États creusent leurs déficits. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se financer. Et auprès de qui se refinancent-ils? Eh bien, ils le font grâce à la planche à billets. Alors que ce soit la Fed, la BCE, la Banque centrale du Japon, qui injecte directement de l'argent dans les banques pour soutenir les créanciers, ou que ça soit les États qui se votent des plans de relance dits fiscaux, l'argent, il provient toujours de la planche à billets. C'est quand même assez extraordinaire. La semaine dernière, je vous ai parlé en direct de mon scepticisme sur cette mutualisation des dettes en Europe. Alors, mutualisation à minima, puisqu'on est à 390 milliards, tandis qu'aux États-Unis, ils en sont à 3900 milliards, 10 fois plus de mutualisation, et ce n'est probablement pas terminé. Et puis surtout, de quelle mutualisation parlons-nous lorsque les pays qui étaient contre principe ont finalement obtenu des rabais sur leur propre participation au budget européen, qui fait qu'en fait, ils ne participent pas à cette mutualisation puisqu'elle leur est déjà discontée. Et en ce qui concerne la France, là aussi, vous avez vu que j'étais pas d'un enthousiasme débordant, dans la mesure où si la France reçoit 40 milliards, sa contribution nette au budget européen, elle est de plus de 100 milliards. Donc on en met 100 sur la table, on en récupère 40. Bravo et vive la mutualisation. Donc je pense qu'on a fait quelque chose pour le symbole, mais qui, dans les faits, n'aura strictement aucun impact, notamment pour la France. Et puis, les 390 milliards plus 360 milliards de prêts, c'est pas un one-shot qui va tomber là au 1er septembre, comme les plans de relance américains, hein, c'est de l'argent qui tombe tout de suite, c'est quelque chose qui en plus de ça va être ventilé entre 27 pays et sur plusieurs années. Autrement dit, quand vous regardez réellement ce qui se passe concrètement, c'est epsilon. Mais du point de vue d'un cambiste, par exemple, on voit bien ce qui se passe. On réalise qu'effectivement, l'Europe crée beaucoup moins d'unités monétaires que les États-Unis. Et c'est peut-être là que réside la clé de la récente chute du dollar, hein, qui vient de passer de 1,1280 à 1,1780. Ça fait presque 5% de baisse. Je pense que ça reflète totalement le différentiel de création d'unités monétaires entre l'Europe et les États-Unis. Bon, on voit que pour l'instant, en tout cas, les marchés tiennent, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. L'once aussi tient, record de l'once d'or qu'on a suivi ces derniers jours. Mathieu, comment est-ce que vous l'interprétez? L'once d'or encore en ce moment à plus de 1960 $ malgré la petite consolidation. Est-ce que c'est le moment de vendre ou est-ce qu'on attend encore? Est-ce qu'on voit du potentiel encore pour la suite sur l'once d'or? Il y a deux facteurs qui sont très importants pour la dynamique de l'or. C'est les taux réels. Donc les taux réels, qu'est-ce que c'est? C'est les taux d'intérêt que vous voyez sur les marchés que vous déflatez de l'inflation. C'est-à-dire vous retirez de l'inflation pour voir un petit peu finalement en termes réels, c'est-à-dire hors inflation, qu'est-ce que ça vous rapporte. Et lorsque les taux réels baissent, l'or monte. Pourquoi? Parce que l'or est un actif qui est à la fois un actif, on va dire, physique, un actif réel. Et donc, lorsque l'inflation monte, il a tendance à plutôt bien se porter.
Et donc, lorsque l'inflation monte, ça fait baisser les taux réels, hein, puisque vos taux ne bougent pas, mais l'inflation augmentant, ça fait baisser la valeur réelle de ces taux d'intérêt. Donc, c'est quelque chose qui est positivement, finalement, corrélé aux anticipations d'inflation. Et là, on voit les anticipations d'inflation commencer à rebondir. Donc, ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que les taux, eux, sont complètement ancrés par les banques centrales. Les banques centrales achètent à tour de bras des montants colossaux. Je parlais d'un plus de doublement du bilan de la réserve fédérale américaine, parce qu'elle achète à tour de bras des obligations, que ce soit du trésor ou du crédit, etc. Et donc, on a de facto un actif comme l'or qui voit son intérêt grandir. Pourquoi ? Parce que l'or, finalement, c'est un actif qui ne rapporte rien en tant que tel. Ça ne rapporte pas de taux, ça ne rapporte pas de dividendes, il n'y a pas de portage associé à l'or. Et donc, lorsque vous voyez le portage sur d'autres classes d'actifs baisser, ça rend en relatif l'or un peu plus attractif. Bon, ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que c'est aussi très corrélé au dollar. Donc, quand le dollar baisse, l'or a tendance à monter. Alors, c'est d'ailleurs le cas de toutes les matières premières qui sont libellées en dollars. Donc, du coup, lorsque le dollar baisse, la valeur, pour préserver la valeur finalement intrinsèque de ces matières premières, vous avez un effet mécanique d'augmentation de leur valeur. Donc, finalement, tout va dépendre du chemin des taux réels et du dollar. Donc, sur le dollar, on a quand même fait une grosse partie du chemin. Là, on est au-delà de 1,17 contre euro. On pourrait aller potentiellement jusqu'à 1,20 contre euro sur l'euro-dollar. Donc, ça, c'est tout à fait possible, effectivement. Mais c'est vrai que tout le mouvement qui nous a amené de 1,08, 1,07, 1,08 jusqu'à donc c'est 1,17, une bonne partie du mouvement est faite. Maintenant, il reste la question des taux réels. Et là, c'est vrai que les taux réels peuvent continuer à baisser. Pourquoi ? Parce que les taux, eux, il y a peu de chances qu'ils bougent. Les banques centrales achètent tellement de quantité de papier qu'il y a peu de chances que ça fasse bouger les taux. Et que dans le même temps, l'inflation, elle devrait continuer à légèrement, finalement, se normaliser dans un environnement où la croissance économique va elle-même se normaliser. Donc, il reste potentiellement encore un petit peu de jus sur l'or. Alors, ça dit, il faut bien faire attention parce que l'or est perçu traditionnellement comme un actif refuge. On se dit, tiens, on va acheter de l'or pour se protéger en cas de choc. Regardons ce qui s'est passé au mois de mars et ensuite au mois d'avril-mai. L'or a été très corrélé finalement au marché actions. L'or a baissé dans le courant du mois de mars lorsque les marchés actions baissaient et ensuite est remonté en avril-mai et continue à monter dans la foulée des marchés actions. Donc finalement, c'est une corrélation positive au marché actions qui fait qu'en ce moment, ce n'est pas forcément un actif refuge particulièrement efficace pour protéger les portefeuilles. Philippe, votre regard à vous sur l'once d'or, 1960 $ en ce moment pour les particuliers qui nous écoutent, qui nous regardent, qui peuvent se dire, bon voilà, on est dans une période d'incertitude économique, l'or c'est un actif refuge et en plus, manifestement, il y a un potentiel qui lui permet de beaucoup moins perdre d'argent, en tout cas si le chemin reste haussier, beaucoup moins perdre d'argent que si on investit comme ça, pépère en obligations, puisque les taux réels dont nous parlait à l'instant Mathieu sont de moins en moins, on va dire, attractifs. L'or, du coup, gagne en intérêt, gagne en attrait et pourrait encore éventuellement progresser, ça peut être encore une opportunité, même s'il a déjà bien progressé? Oui, absolument. Alors, je vais peut-être rajouter quelque chose aux arguments de Mathieu Loire. Oui. L'or, actif refuge, libellé en dollars, donc progresse de façon inverse au dollar si le dollar perd de la valeur et réciproquement. La corrélation avec les actions me paraît beaucoup moins évidente. La chute de l'or au mois de mars a été liée non pas à sa corrélation avec les actions, mais au fait que certains opérateurs pris à la gorge ont dû liquider absolument tout ce qui pouvait l'être, dont l'or. C'était pas vraiment une corrélation avec les actions, c'était une corrélation avec un manque de liquidité qui a disparu et pour très très longtemps maintenant avec les injections des banques centrales. Et depuis le mois de mars, l'or a largement sous-performé les actions puisqu'on est à plus 40 sur le Nasdaq, tandis que l'or, par rapport à ses plus bas, avait repris une dizaine de % avant de doubler la mise assez récemment. Et assez récemment, lorsque le potentiel sur les actions a commencé à paraître un peu plus limité. Finalement, le Nasdaq, lui, a poursuivi, on va dire, il a fait son cavalier seul, laissant littéralement sur place le Dow Jones et l'Eurostoxx. Mais disons que globalement, les actions de par le monde, le MSCI World, est en panne depuis le mois de juin. Et c'est depuis que les actions sont en panne globalement, que l'or a pris le relais. C'est-à-dire que pendant 3 mois, il y avait mieux à faire que d'acheter de l'or parce qu'on gagnait beaucoup plus d'argent et beaucoup plus vite sur les actions. Mais depuis qu'on ne gagne plus vraiment d'argent sur les actions, eh bien, l'or retrouve là vraiment son statut de valeur refuge, c'est-à-dire effectivement
de l'argent ne rapportent rien. Les liquidités qu'on peut posséder ne rapportent rien, mais elles sont effectivement érodées par l'inflation. Taux zéro et inflation à 1,4, 1,5%, ça veut dire qu'effectivement les liquidités sont rémunérées négativement de 1,5. Et l'or, évidemment, lui, on ne peut pas l'imprimer. Il ne perd pas de valeur. Donc je pense qu'avec le débordement des 1900 $, on a franchi un nouveau cap assez psychologique, parce qu'exprimé en euros, ça fait très très longtemps que l'or avait pulvérisé les 1600 et qu'il bat des records régulièrement. Donc en dollars, oui, on a franchi effectivement un cap. Et si on veut vraiment parler d'un actif anti-inflation, il faut également à ce moment-là parler de l'argent, qui s'avère en pratique être un meilleur edge et qui surtout a encore un différentiel de performance énorme à combler par rapport à l'or, avec un ratio historique de 65 onces d'argent pour une once d'or, ratio qui était monté jusqu'à 100 et qui vient de retomber à 80, mais il y a encore de la marge. Merci à tous les deux. Face à face, les perspectives sur les marchés, les différents actifs et l'or particulièrement, qui attire le regard en ce moment, 1955 $ l'once en ce moment encore. Merci Philippe Béchat pour la Bourse au quotidien et Mathieu Loire pour AXA IM. Ils nous accompagnaient tous les deux dans ce face à face.